Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en direct, comme on dit à la télévision, depuis le musée mémorial d'Isieux. Après l'inauguration d'une exposition ce matin consacrée au camp de Gurs, qui s'intitule Gurs 1940, une exposition qui avait été inaugurée à l'ambassade de France à Berlin et qui est une exposition qui va être itinérante et donc qui est à Isieux pour quelques mois, je crois, jusqu'au mois de janvier. Je me tourne vers le mois d'août 2022, pardon. Voilà, donc cette exposition est visible à l'extérieur du musée d'Isieux et je la recommande à notre public. Elle explique comment une population a été déportée depuis l'Allemagne dans ce camp du sud de la France et comment plusieurs familles, des enfants d'Isieux ont été concernés par cette déportation. Donc cette journée, après cette inauguration, est marquée par une table ronde, une petite conférence organisée par la direction du musée mémorial qui s'intitule « Mémoire de la Shoah et défense de la démocratie ». Et derrière ce thème, c'est l'idée de s'interroger sur un peu l'état des lieux de l'antisémitisme et du racisme aujourd'hui, à la fois en Allemagne et en France, de dresser un petit peu le tableau de la situation aujourd'hui et de s'interroger sur l'œuvre de mémoire. Est-ce que la mémoire a un rapport avec cette résurgence, cette persistance de l'antisémitisme qu'on constate un peu partout en Europe, mais notamment en France et en Allemagne, et donc de s'interroger sur la vocation et le rôle de la mémoire dans tout ça. Alors, je vais présenter nos invités à chaque fois qu'ils vont prendre la parole la première fois, c'est plus simple. Et je vais m'adresser tout de suite à Michael Blum. Michael Blum, qui est une personnalité en Allemagne qui a un rôle tout à fait particulier. Bon, vous savez que l'Allemagne et la France ont un système administratif et politique différent. En Allemagne, les Länders ont un rôle très important, plus important que nos régions en France. Et Michael Blum a un poste de commissaire à la lutte contre l'antisémitisme dans le land de Bade-Württemberg. Michael est docteur dans l'étude des religions et donc il occupe ce poste qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, ça pourrait être une de nos interrogations dans la discussion plus tard, qu'on ne retrouve pas dans l'organisation administrative française. Il a ce poste chargé d'observer le phénomène de l'antisémitisme, donc c'est vraiment très précis, très objectivé, j'allais dire, enfin, c'est une observation très précise de la situation avec des recommandations. Et donc je me tourne vers vous, Michael, et j'ai envie d'abord avec vous de vous demander un petit peu quel est, en Allemagne aujourd'hui, le tableau de l'antisémitisme. Est-ce que l'antisémitisme est encore présent ? Est-ce qu'il est inquiétant ? Quelle est la situation à laquelle vous êtes confronté en Allemagne ? Ja. Vielen herzlichen Dank zunächst einmal auch an den Direktor. Entschuldigung, dass ich vorher den einzigen Namen, den ich vergessen hatte, aber ich hatte die Rede improvisiert, weil ich vor allem die junge Generation ansprechen wollte. Denn es ist tatsächlich so, dass der Antisemitismus in Deutschland und weltweit wieder da ist. Ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht dazu. Die gute ist, wir wissen, dass nicht mehr Menschen antisemitisch werden. Es ist nicht so, dass plötzlich ganz viele Menschen einen Hass C'est-à-dire que c'est pas comme si tout d'un coup il y avait plein d'antisémites, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui sont antisémites aujourd'hui ou racistes, ou alors qui ont de l'homophobie en eux, en quelque sorte, se sont radicalisés par Internet. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, s'influencent les uns les autres et la haine monte et il y a de la violence. On a par exemple aussi affaire à d'autres types d'antisémites et ça nous préoccupe. On a d'autres traditions, c'est vrai. En Allemagne, on a par exemple des Länder qui ont une grande force administrative avec des parlements régionaux qui choisissent ce que l'on appelle le ministre-président. Alors personnellement, j'ai un poste au Bade-Württemberg
il y a plus d'habitants qu'en Suisse ou en Autriche, dans le Bade-Württemberg, en tant que Land, avec un gouvernement qui est propre. Et l'on dit du coup qu'il faut lutter de manière concrète contre l'antisémitisme en rencontrant réellement les personnes. Géraldine Schwartz aura par exemple beaucoup à dire sur Mannheim, ou alors on parlera peut-être aussi des différentes régions en France. Nous croyons qu'il s'agit en quelque sorte ici d'une lutte que l'on doit mener au sein de chaque âme ou de chaque cœur. C'est la raison pour laquelle je suis heureux qu'il y ait aussi autant de jeunes, parce que bien sûr que vous avez la possibilité finalement de vous décider pour une vie avec de la haine ou sans haine. Et cette liberté en tant que jeune dont on jouit, c'est celle-ci qu'il faut protéger. À ce phénomène-là, alors qu'on a vécu quand même, la Seconde Guerre mondiale et le musée mémorial témoignent des tragédies qui ont été véhiculées pendant cet épisode historique. Mais avant de venir là-dessus, je voulais vous interroger un tout petit peu plus sur comment se manifeste l'antisémitisme en Allemagne aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement sur Internet ou est-ce qu'il n'y a pas une part, vous parlez d'antisémitisme latent, et d'un antisémitisme à visage découvert. Il y a plusieurs strates. Est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans la description? Es ist so, dass wir auch in Deutschland kaum noch Überlebende haben, die erzählen können aus dieser Zeit. Die Überlebenden verstummen. Deswegen brauchen wir so etwas. Donner des témoignages, ils se taisent peu à peu. C'est la raison pour laquelle on a besoin de cette exposition, on a besoin de lieux. La plupart des gens en Allemagne disent d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas antisémites. Mais non, mais bien sûr, je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais ils disent par exemple, tiens, je déteste Israël, j'aime beaucoup les juifs, mais je déteste Israël, donc je ne suis pas sioniste, je suis anti-sioniste. Ou alors, l'on dit qu'il n'y a que les musulmans, par exemple, qui sont antisémites. C'est quelque chose que l'on repousse. Et puis, on parle également de protection des animaux. On dit que, tiens, les juifs traitent mal les animaux. Donc, ce n'est pas de l'antisémitisme direct. Ça passe par des voies détournées. Il y a peu de personnes qui avouent être directement antisémites ou racistes, mais il y a de nombreuses personnes qui utilisent une voie détournée pour exprimer quelque chose d'approchant. Et sur Internet, on peut le constater. D'ailleurs, sur Internet, il y a des rencontres, on voit qu'il y a des débats, qu'il y a des gens qui s'échangent des arguments, qu'il y a de la haine, des menaces. Et parfois, on a besoin d'une protection policière. Alors, on ne dit pas « je déteste les juifs », mais on dit je déteste ce qu'a fait Michael Blume, par exemple, et d'autres. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles. On appelle ça un antisémitisme par voie détournée en Allemagne. Et là, c'est beaucoup plus difficile, parce que les gens n'avouent pas du tout. Ils récusent le fait qu'ils sont antisémites. Alors que nous, qui sommes scientifiques en quelque sorte, reconnaissons bien entendu tout de suite qu'il s'agit en quelque sorte d'une forme de complotisme avec un autre langage. Peut-être que ça existe également en France d'ailleurs. Il y a un chanteur en Allemagne qui a parlé d'adrénochrome aux États-Unis, c'est-à-dire que des juifs et des femmes apparemment tortureraient des enfants pour avoir de l'adrénochrome. C'est un mythe du XVe siècle où l'on disait que les juifs et les femmes s'adonnaient au sabbat des sorcières et tuaient des enfants pour en faire une pommade. Alors c'est un mythe du XVe siècle et maintenant on en reparle au XXIe siècle sur Internet, aux États-Unis et en Allemagne. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe en France. Ja, was sehr interessant ist in dem, was Sie gerade sagten, ist, dass der Antisemitismus schon stärker wird, aber eher unter verstecktem Gesicht. Und dann eben auch solche Thesen dann verwendet, die eigentlich kompromittistisch sind. Géraldine wird etwas sagen und anschließend dann die anderen Redner. Géraldine, ich möchte Sie kurz vor... Auteur, autrice, a notamment écrit Les Amnésiques, un livre que je recommande, mais alors très très chaudement à tous ceux qui nous écoutent, aux jeunes gens qui sont avec nous dans la salle, aux jeunes lycéens qui sont dans la salle. Géraldine a une double ascendance, et française et allemande par ses parents. Elle a donc étudié dans ce livre la mémoire
allemande et la mémoire française, et comment les choses se sont transmises, ou au contraire, comment elles ont été occultées, et comment aujourd'hui, justement, on a un petit peu des problèmes avec la mémoire de la guerre. Voilà. Alors, donc vous vouliez intervenir, Géraldine, sur ce sujet-là. Je ne voulais pas du tout accaparer le micro, mais je voulais quand même rappeler qu'il y a aussi un terrorisme d'extrême droite en Allemagne. Alors, il n'avance pas que masqué. Peut-être que Michael Blume peut sur les développer, actions parce que ça n'existe pas en France. Ja, ich hatte es in meiner Rede erwähnt, dass wir zum Beispiel in Deutschland Anschläge auf Synagogen haben. Das heißt, Synagogen werden angegriffen oder es wurde donc attaqué, vandalisé, ou alors il y a un fonctionnaire allemand, Walter Lübcke, qui a été assassiné parce que lui, il s'était impliqué pour défendre les réfugiés. On a des partis qui s'habillent comme les nazis, la troisième voie par exemple. On appelle ça des néo-nazis en Allemagne, mais Géraldine Schwartz sera certainement d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas du tout de quelque chose de néo, donc de nouveau. C'est une ancienne pensée en réalité qui est revenue au bout du jour. On a même un parti au Bundestag qui a demandé que l'Allemagne ressorte de l'Union européenne pour suivre sa propre voie, sans par exemple nos amis français. Donc on dit qu'en Allemagne, finalement, la haine qui existe, elle ne reste pas à l'état embryonnaire, elle va s'exprimer dans des agressions, des attaques, etc. Es ist in der Tat wichtig. Se traduit par des actions violentes aujourd'hui en Europe, en Allemagne. Et du coup, en France, Mathias Dreyfus, vous êtes délégué adjoint de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT. Donc c'est une mission qui a été créée il y a quelques années, directement rattachée au Premier ministre. Donc une mission nationale, contrairement au poste régional de Michael qu'on vient voir à l'instant. Mais donc vous avez une vision quand même globale de l'antisémitisme en France. Est-ce que vous pouvez en contrepoint nous expliquer un petit peu quelle est la situation aujourd'hui en France de la présence de l'antisémitisme en France? Je vous remercie, je ne sais pas si vous m'entendez. Et je tiens tout d'abord à remercier Dominique Vidot et plus largement donc la Maison d'Isieux de cette invitation donc à cette table ronde. Alors pour dire tout d'abord deux, trois mots de la DILCRA elle-même, donc puisque vous l'avez dit, c'est une institution c'est une administration publique même qui est récente, une création récente, elle a été créée en 2012, très peu de temps avant, et c'est important de le dire, avant l'attentat contre l'école juive d'Ozaratora donc à Toulouse. Donc c'était dans un contexte déjà très, on va dire, anxiogène, mais qui n'était pas une réaction à l'attentat, mais quelque chose qui l'a précédé. Et donc, effectivement, c'est une compétence nationale qui n'a pas été tout de suite rattachée au service du Premier ministre. Il a fallu quelques temps. Auparavant, elle était plutôt rattachée au ministère de l'Intérieur. Et cette compétence interministérielle est précisément ce qui lui donne la possibilité d'agir auprès aussi bien des acteurs de l'éducation nationale, c'est un de nos interlocuteurs directs, que de l'enseignement supérieur, que le ministère des Sports, que le ministère de l'Intérieur, évidemment, avec lequel nous travaillons étroitement, le ministère de la Justice, pour de la formation, également pour soutenir tout un tissu associatif qui lutte donc contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Effectivement, ce triptyque est particulier à la France. C'est même une spécificité à l'échelle européenne d'avoir une délégation interministérielle qui travaille de concert sur ces trois aspects. Et alors, pour revenir plus précisément à l'état de l'antisémitisme en France aujourd'hui, alors je ferai peut-être comme Michael Blume une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, on a constaté globalement une baisse des actes antisémites recensés notamment par le ministère de l'Intérieur, mais qu'en fait était étroitement lié à la crise sanitaire et au fait que les occasions ne se sont pas forcément prêtées d'actions violentes envers des personnes ou envers des biens. Peut-être juste dire un mot qui me paraît essentiel et qui va aussi permettre de comprendre aussi finalement ce qui rejoint
la manière dont l'antisémitisme se manifeste tant en France qu'en Allemagne, c'est le fait que l'antisémitisme est un délit, qui est comment dire, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et donc la loi, une fois qu'un acte est caractérisé comme antisémite, mais également comme raciste, agit, et donc il peut y avoir des condamnations, et il y a des condamnations en justice. Donc ça, c'est un point important pour comprendre comment l'antisémitisme ne peut pas, s'il veut avoir une certaine efficacité, entre guillemets, s'afficher à visage totalement découvert. Alors, néanmoins, et c'est important de le souligner, depuis une vingtaine d'années, on a quand même observé en France une hausse significative des actes à caractère antisémite, avec quelques pics, sur lesquels je ne vais pas revenir, on n'a pas le temps, mais vraiment on voit à partir des années 2000 un changement, alors avec des pics et des flux, des reflux, mais néanmoins il y a quand même une hausse des actes antisémites tels que répertoriés par les services du ministère de l'Intérieur. Alors c'est une situation qui est assez paradoxale, puisque dans le même temps, vous avez la CNCDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui en fait a constaté à travers un indice qui est l'indice de tolérance que finalement les Juifs depuis 30 ans sont de plus en plus tolérés par la société française. C'est-à-dire que ce n'est pas l'expression d'un rejet, mais il y a la population juive en France est considérée comme particulièrement, comme bien intégrée, à la différence par exemple des personnes de confession musulmane et évidemment non, mais encore plus à la différence de par exemple des populations d'origine rome, par exemple, qui restent les populations les plus violemment discriminées en France. Donc il y a cette situation paradoxale. Alors comment l'expliquer ? C'est une situation qui est assez difficile à mesurer, à évaluer de façon fine, puisque, et ça rejoint un peu ce que disait Michael Blum, il y a peut-être la conjonction de plusieurs formes d'antisémitisme qui viennent. Il y a un vieil antisémitisme d'extrême droite qui remonte à l'affaire Dreyfus, qui n'a jamais été complètement évacué de la culture française, je dirais, à la fois la culture politique et même aussi la culture littéraire française, puisque nous avons à notre table ronde une écrivaine, donc voilà, on pourra aussi en parler éventuellement. Donc il y a quand même cette lame de fond qui est encore un petit peu présente, et malheureusement ces derniers temps, on la voit ressurgir avec des références à Barès, par exemple, à quelques grandes figures de l'anti-dreyfusisme, et de l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle. Et puis il y a d'autres manifestations qu'on a pu repérer dans des populations vivant dans des quartiers populaires, par exemple. Alors il y a des formes aussi d'un anti-judaïsme ou d'une judéophobie qui est ancienne, qui a des références qui sont liées à des cultures religieuses, notamment dans l'islam en Afrique du Nord, notamment la culture maghrébine, où on a un anti-judaïsme mais plutôt traditionnel et qui n'est pas motivé politiquement. Et puis il y a ce qu'a dit aussi Michael Blume sur ses références à l'État d'Israël, effectivement, et même plus largement à l'existence d'un État qui est l'État d'Israël, qui peuvent effectivement être un vecteur pour exprimer une hostilité qui, elle, est dirigée contre les Juifs. Ok, merci pour cette réponse, Mathias. Est-ce que Géraldine Schwartz, donc vous entendez, à la fois l'Allemagne et la France sont confrontées à la persistance de l'antisémitisme sous différentes formes. D'abord, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Et pour vous qui observez les deux pays à travers votre histoire familiale aussi, d'où ça vient ça ? Alors on vient d'entendre, il y a une culture politique française, une vieille tradition antisémite d'extrême droite qui persiste, ok, mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Comment vous voyez les choses, vous ? D'où ça vient ? Bonjour, merci beaucoup pour avoir organisé cet événement, Dominique Vidot.
Écoutez, je suis d'accord avec l'analyse concernant l'antisémitisme intellectuel français, qui est quelque chose qui existe depuis au moins la fin du XIXe siècle et qui, je pense, n'a jamais vraiment fait l'objet d'un travail de mémoire ou d'une sensibilisation, c'est-à-dire on s'est surtout concentré sur l'antisémitisme lié à Vichy. Et quelque part, il y a encore en France cette idée que l'antisémitisme a été un peu importé d'Allemagne. Alors, ce n'est pas du tout le cas parmi les historiens, mais il y a dans la conscience collective un petit peu cette idée que l'antisémitisme vient d'Allemagne. Donc, on n'a pas cherché à creuser le problème à sa source. Et pour moi, ça c'est une des explications de cette résurgence de l'antisémitisme français parmi les intellectuels, ce qui est plus rare, ou en tout cas moins visible, en Allemagne. Alors, d'où vient cet antisémitisme ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement dissocier antisémitisme et théorie du complot. Le philosophe Adorno a très bien analysé la confusion entre connaissance et opinion, et comment, pas à pas, on bascule dans la croyance que son opinion est une espèce de vérité universelle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'abord, on refuse toute critique de sa propre opinion venant d'extérieur, puis on bascule peu à peu dans la paranoïa. Et cette paranoïa peut se traduire en actes barbares, qui, dans le cas de l'Allemagne nazie, a été la Shoah. Donc c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau, et je pense qu'il répond à des mécanismes socio-psychologiques et qui seraient aujourd'hui intéressants à analyser, parce que l'histoire se répète peut-être pas, mais ces mécanismes socio-psychologiques se répètent et peuvent pousser un individu ou une société entière dans la complicité du crime. Voilà, on voit aujourd'hui à quel point les frontières de la tolérance sont repoussées chaque jour. Il y a une espèce de perte de compas moral dans la société. On accepte quelque chose qu'on n'aurait jamais accepté il y a 10 ans. On oublie les valeurs qu'on avait défendues il y a 10 ans et on devient complice d'une évolution qui peut mener un pays ou une société vers le déclin moral. Alors, on oublie, vous venez de dire, et c'était ma question suivante, est-ce qu'on n'a pas un problème de mémoire à la fois en Allemagne et en France, où pendant la Seconde Guerre mondiale, des mécanismes ont été en jeu? Est-ce qu'on les a explorés, expliqués et suffisamment? Dans votre livre, vous expliquez une forme de déni en Allemagne, mais aussi en France, où on s'est attaché à décrypter la machinerie nazie, à désigner des monstres, les grands responsables, mais pas forcément les strates dans la population, qui ont été, sinon complices, en tout cas des observateurs un peu ignorants, peut-être plus ou moins volontairement, et qui ont participé à cette catastrophe. Et on s'est peu interrogé là-dessus. Et aujourd'hui, à nouveau, est-ce qu'on s'interroge sur la résurgence de l'antisémitisme? Est-ce que ce mécanisme n'est pas à nouveau à l'œuvre? Est-ce qu'on n'a pas un problème de mémoire? Michael Blum, par rapport à l'enseignement de la Shoah en Allemagne, est-ce que l'enseignement est suffisamment bien fait, ou est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre la persistance de cet antisémitisme qui peut être très violent, comme on vient de le dire, est-ce qu'au niveau de l'enseignement et de la transmission de la mémoire, est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part? Oui. Alors en Allemagne, c'est obligatoire à l'école, à plusieurs reprises d'ailleurs, au cours de la scolarité, d'avoir cet enseignement, mais c'est aussi ce que décrit Géraldine Schwartz. On a également la même tendance à dire bon bah ça s'est passé à Berlin, ça s'est passé à Auschwitz, ça s'est passé ailleurs. Donc d'avoir le courage de se poser la question de savoir comment ça s'est passé dans ma propre famille, comment est-ce que ça s'est passé dans mon propre village. Ça, il n'y a effectivement que les courageux qui osent. Il y a des gens qui le font, mais on s'oppose là à des résistances.
Et merci pour le mot français complotisme d'ailleurs. On appelle ça donc une sorte de croyance en des complots en Allemagne. Et il y a donc des antisémites. Tilman Knechtel, par exemple, en Allemagne, qui vient du Bade-Württemberg, qui est parti en Suisse pour répandre la haine. Il a affirmé que les Juifs eux-mêmes avaient déclenché l'Holocauste, la Shoah, pour constituer l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne nie pas la Shoah ni l'Holocauste, mais on prétend qu'il s'agissait d'un complot. C'est donc les Rothschild qui auraient organisé la Shoah pour créer l'État d'Israël. Les gens se vont manifester contre la vaccination, par exemple, avec des étoiles jaunes. Je ne suis pas vacciné. Et on sait que dans les régions où l'antisémitisme est plus élevé, il y a plusieurs personnes qui n'osent pas aller chez le médecin et refusent la vaccination. Donc il s'agit réellement du travail de complotiste où les juifs et les juifs sont utilisés comme des symboles et tout ce que l'on n'aime pas, on le projette sur ce groupe et l'on rend même les juifs responsables de la Shoah. Alors c'est difficile à accepter, c'est vrai. Ich stelle noch einmal meine Frage. L'enseignement de la Shoah, aujourd'hui en Allemagne, est-ce qu'il est suffisamment complet, bien fait? Géraldine Schwartz, dans son livre, explique que dans les années 60-70, dans les manuels scolaires, on évitait un petit peu la question. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plus du tout le cas, et heureusement. Mais est-ce que cet enseignement ne va pas assez loin, finalement, pour décrypter les mécanismes que vous venez précisément de décrire? Tatsächlich haben wir in Deutschland ein ganz bestimmtes Problem und es wäre interessant zu erfahren, ob es in Frankreich en Allemagne. J'aimerais savoir d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si c'est en France aussi la même chose. Alors chez nous, à l'école, on a un enseignement sur la Shoah, bien sûr, mais on n'a que des images en noir et blanc, des juifs décédés, donc beaucoup ont de la pitié, mais pas forcément du respect. Donc ça fait 1700 ans que des juifs vivent en Allemagne et nous aimerions que les jeunes connaissent le judaïsme vivant. J'avais découvert la Torah et j'explique que la vie juive existe. Et souvent, quand on pense à juif, on pense à tristesse, on pense à des images en noir et blanc, on éprouve de la pitié, mais la pitié, ça n'est pas égal au respect. Ici, à Isieux, je me rends compte que l'on traite les personnes avec respect et que chaque enfant a sa propre histoire et son nom. Ça ne sert à rien d'avoir pitié des juifs et des juives. C'est utile cependant lorsque les nouvelles générations apprennent que nous appartenons tous au même groupe. Les nazis ont perdu. Ils n'ont pas réussi à éradiquer la vie juive de la surface de la terre. Dann möchte ich die gleiche Frage auch an uns. Est-ce que dans l'enseignement aujourd'hui, dans la transmission de la mémoire, il n'y a pas des failles qui font que l'antisémitisme subsiste aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez sur cette question, Dominique Vidot, directeur du musée mémorial d'Isieux, est-ce que vous avez là-dessus un point de vue à exprimer? Très vite, parce que Mathias pourra également intervenir sur cette question. Moi, je voulais rejoindre Michael Blum sur un point qui me paraît essentiel. Dans les programmes d'histoire-géographie de la scolarité classique en France, au collège et au lycée, il y a deux moments où on parle de la communauté juive. En sixième, pour parler des Hébreux, et en première et en partie en terminale, pour parler de la Shoah. Donc il y a un problème, il me semble-t-il, parce que qu'est-ce qu'il y a entre les deux, hein? Et la prise en compte de la vie juive, de la culture juive entre les Hébreux et la Shoah, la non prise en compte justement, est véritablement problématique.
hein. C'est une évidence. C'est exactement ce que vient de dire. Exactement. Et c'est vrai que c'est inscrit dans les programmes de l'éducation nationale comme ça. Et puis, il y a un autre phénomène qui, lui, est un peu transversal, c'est que la construction de la mémoire de la Shoah en France, comme le dit Géraldine Schwartz dans son livre, a été problématique, différente. On ne va pas dire plus problématique qu'en Allemagne, mais en tout cas différente. Elle a été plus lente, en fait, aussi, à certains égards. On a, même s'il y avait eu la construction d'une première mémoire de la Shoah dans les années juste après la guerre, 42, 45, 46 jusqu'à 53, on va dire, c'est vrai que la société française collectivement a quand même retrouvé un peu la mémoire de ce qui s'était passé en admettant enfin le rôle de Vichy et de l'administration de Vichy seulement dans les années 80. Alors même déjà au milieu des années 70, il y a eu un film, il y a eu surtout l'ouvrage de Robert Paxton, hein, l'historien américain, qui a réveillé un peu le monde universitaire français et la recherche historique française. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre ce temps-là. Et depuis les années 80, avec l'inauguration par exemple de ce mémorial à Isieux et puis d'autres par la suite, c'est vrai que la prise en charge de la mémoire de la Shoah est importante aujourd'hui en France, même si elle n'est pas sans doute suffisante, mais elle est quand même importante. Il n'empêche que, et je reviens au point que vous avez évoqué tout à l'heure, il n'empêche que, entre les Hébreux et la Shoah, il n'y a rien et que c'est un vrai problème auquel certaines initiatives essayent de répondre à l'échelle régionale, notamment à Lyon. Il y a l'inauguration, il y a un peu plus d'un an, d'un institut culturel du judaïsme qui comble un vide important. Malheureusement, cette inauguration n'a pas permis, avec l'épidémie, d'observer aujourd'hui comment dire, si les premiers résultats sont intéressants. Mais je pense que ça va dans le bon sens, en tout cas. Un institut culturel du judaïsme à Lyon, ça me paraît être vraiment nécessaire. Merci Dominique. Mathias Dreyfus, même question. Est-ce qu'on n'a pas un problème de mémoire en France, de transmission par rapport à ces phénomènes d'antisémitisme persistants? Alors, je vais essayer de prendre la question d'un autre point de vue. Il se trouve que je suis aussi historien et spécialiste de l'histoire des Juifs en France. Et je dirais qu'il y a deux aspects distincts. Dominique Vidot a parlé effectivement de cette première mémoire de la Shoah. C'est effectivement un point tout à fait important de savoir, et finalement ici on est dans le meilleur lieu pour en parler, comment dès 1945, même presque avant même la fin de la guerre, il y a une mémoire juive de la Shoah qui se constitue et qui, chaque année, alors c'est à partir notamment de 1951, l'inauguration du mémorial du martyr juif inconnu à Paris, il y a des commémorations et qui ramènent des foules immenses, hein, de tous les anciens déportés, rescapés, etc. Cette première mémoire de la Shoah, effectivement, ce n'est que depuis quelques années, donc il y a un historien qui a parlé du mythe du grand silence, hein, pour bien essayer de montrer qu'on en avait parlé de la Shoah dans ces années 40, 50, 60. Seulement, cette mémoire n'était pas prise en charge par l'État. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, ce qu'a notamment Annette Vivorka a beaucoup travaillé, et ça a été vraiment des travaux fondamentaux dans sa thèse sur déportation et génocide, c'est comment finalement l'État a pris en charge cette mémoire de la Shoah. Finalement, on retrouve la même chose à l'échelle de la mémoire juive en France, c'est-à-dire la mémoire de l'histoire des Juifs en France. Finalement, l'État en a gardé une mémoire très sélective. Alors, il y a ce qu'on a vu, notamment les travaux de Paxton sur Vichy, ont permis dans les années 70 de revenir sur cet aspect-là. Mais si on remonte un peu en arrière, finalement, on se rend compte que l'État, de la mémoire de la présence juive en France depuis le Moyen-Âge, hein, depuis le haut Moyen-Âge, finalement, elle est très limitée. Souvent, elle est limitée aux expulsions des Juifs à la fin du Moyen-Âge. On en a dans des manuels scolaires, alors non pas ceux actuels, mais ceux de la fin du XIXe siècle, par exemple, chez Lavis, on trouve une mention de l'expulsion des Juifs de France. Par contre, ce qu'on ne trouve pas, c'est la mention de l'émancipation des Juifs en septembre 1791. On a fêté cette année le bicentenaire de ces passés, complètement inaperçu. Ce qui est totalement dommage, ce qui est vraiment regrettable, parce que c'est effectivement une mémoire qui est une mémoire positive, pour le coup,
de reconnaissance. La France a été le premier pays d'Europe à émanciper, c'est-à-dire à donner les droits de citoyenneté active aux Juifs résidant sur son territoire. Et c'est quelque chose qui finalement est ignoré de beaucoup, et même, je dirais, des Juifs de France. Alors c'est lié à la démographie même, enfin à la sociologie même des Juifs de France, et au fait que c'est une communauté juive qui a été complètement renouvelée dans les années 50, 60, et notamment avec des populations qui venaient d'Afrique du Nord, qui n'avaient pas forcément la même histoire liée à l'émancipation au XIXe siècle que ceux qui avaient vécu l'émancipation. Mais il y a quand même une question à se poser. Sur la question de l'enseignement de la Shoah, on a beaucoup, ça a été beaucoup l'approche, jusque dans les années finalement 90-2000, de voir la Shoah comme le mal absolu et comme le moment où effectivement l'apothéose de l'antisémitisme d'une certaine manière, et avec une approche qui était volontiers moralisante. Les enseignants aujourd'hui, notamment les enseignants d'histoire-géographie, plaident pour repolitiser cette histoire, pour la réancrer dans une histoire qui est une histoire politique, une histoire qui permet de comprendre finalement comment l'antisémitisme n'est pas quelque chose d'abstrait qui revient comme ça, comme une sorte de fatalité, comme une sorte de pente inéluctable, mais qu'il y a à chaque moment un contexte qui explique pourquoi il est mobilisé par certains acteurs à des fins précises. Et ça rejoint, je finis par ça, ce que disait M. Blumeux, sur le fait qu'on manque en France d'une histoire régionale, locale, des moments antisémites, on va dire. Ce qui est aussi lié au fait qu'on manque aussi en France d'une histoire régionale des Juifs, aussi. C'est un travail qui n'a pas été fait au XIXe siècle et finalement assez peu fait au XXe siècle. Et donc, je dirais que c'est peut-être ce qui, aujourd'hui, fait qu'on n'a pas des outils aussi directement exploitables que, par exemple, en Allemagne, avec toute cette historiographie qui a été constituée au XIXe siècle, déjà sur à la fois l'antisémitisme et la présence juive. Décrire les choses de manière plus précise, les mécanismes en jeu de manière plus précise, et pouvoir analyser les enjeux contemporains, pouvoir comparer, c'est ça ? C'est ça. Et justement, Géraldine Schwartz, dans votre livre, vous parlez à des moments sur l'enseignement de la Shoah, vous parlez de lacunes mémorielles dans la société allemande comme dans la société française. Vous expliquez des mécanismes de déni, notamment vous parlez à un moment donné de Marcel Ophuls qui va interroger Albert Speer, qui est l'architecte d'Auschwitz, et qui va répondre au cinéaste en lui disant « mais moi j'étais pas au courant de ce qui allait se passer ». C'est-à-dire qu'il y a une forme de déculpabilisation qui est à l'œuvre, et donc de lacunes dans la mémoire qui sont très préoccupantes. Est-ce qu'au-delà de l'enseignement auprès des jeunes élèves, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui expliquent un petit peu l'oubli, qui expliquent qu'il y a un problème de mémoire ? Alors, je pense que la question peut-être qu'on s'est moins posée lors du travail de mémoire des dernières décennies, c'est comment est-on arrivé à Auschwitz ? Donc, on a commémoré Auschwitz. Il y a un grand travail quand même d'identification aux victimes qui a été fait. Mais la question comment Auschwitz a été possible, cette question, elle a été répondue, je dirais, de manière incomplète dans beaucoup de pays. Dans la mémoire collective de la dictature fasciste, nazie, de la guerre, on a tendance à diviser l'attitude de la société en 3 catégories, les victimes, les héros et les bourreaux. Et on a oublié une catégorie qui a un rôle quand même très important, c'est celle que j'appelle les Mitläufer ou les bystanders, c'est-à-dire que c'est l'attitude de la majorité de la population qui, par indifférence, par aveuglement ou par opportunisme, a laissé faire les choses ou a même contribué, en tout cas a contribué par son attitude à consolider un régime criminel. Alors, bon, je dois reconnaître quand même, en Allemagne, ce travail sur le Mitläufer a été fait tardivement, après une longue période d'amnésie scandaleuse et d'impunité encore plus scandaleuse à l'égard des anciens criminels nazis. Mais la société allemande, à un moment donné, poussée par la génération d'après-guerre,
a été forcé de se poser la question comment la société a-t-elle pu basculer dans le crime. Alors, ça a été fait en Allemagne parce que l'Allemagne était par nature le pays bourreau. Ça n'a pas été fait dans la plupart des autres pays européens parce que dans le travail de mémoire, il y a une division entre... Ça dépend de la perspective évidemment qu'on prend sur cette mémoire. La perspective prise par beaucoup de pays, c'était la perspective de la victime. Et en particulier, parce qu'on n'en parle pas là, les pays de l'Est. Les pays de l'Est, notamment la RDA, quand je parle de l'Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Ouest. La RDA a beaucoup commémoré. Le travail de mémoire en RDA était quotidien, hein, du matin au soir, à l'école. Mais ils ont pris la perspective de la victime. Donc c'est seulement la moitié du travail qui a été fait, puisqu'on n'a pas utilisé le travail de mémoire pour rendre les citoyens vigilants par rapport à leurs propres failles. Donc beaucoup sont vigilants par rapport aux failles des autres, et encore, pas partout, mais cette vigilance par rapport à sa propre faillibilité, c'est ça la clé d'un travail de mémoire efficace. Merci beaucoup, Géraldine. Je vais poursuivre avec vous, Michael, par rapport à, si vous voulez réagir par rapport à ce que dit Géraldine Schwartz. Je fais une petite parenthèse sur l'exposition qui a été inaugurée ce matin. Précisément, elle touche à ce que vous dites. C'est-à-dire que dans cette exposition sur Gurs 1940, on a quelque chose de très intéressant, c'est la variété des points de vue. Voilà, avec le point de vue des bourreaux, avec les photos qu'eux-mêmes ont prises, le point de vue des victimes avec des dessins qui ont été faits de l'intérieur du camp, le point de vue des journalistes new-yorkais qui essayent de comprendre ce qui se passe, et en confrontant ces points de vue, on a un éclairage tout à fait intéressant. Et là, il y a une façon de faire la mémoire, je dois dire, qui est vraiment très très forte et qui parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, je voulais faire cette parenthèse-là. Et vous demandez aussi, Michael Blum, si ce que vient de dire Géraldine Schwartz vous semble judicieux. Ja, ich bin sehr einverstanden. Meine Eltern kommen aus der DDR. Mein Vater, sie haben versucht zu fliehen. Mein Vater war in Haft, Stasi-Haft, gefoltert worden. Und es war tatsächlich ein Bild, dass man immer so getan hat, die Nazis kommen von außen. Et c'est vrai que l'on disait tout le temps, les nazis viennent d'ailleurs, ils viennent de l'extérieur. En Allemagne, on dit que Beethoven était allemand et que Hitler était juif. Et en Autriche, on dit le contraire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des nazis. Le phénomène des suiveurs maintenant, c'est-à-dire de tous ceux qui n'ont rien fait, ça c'est intéressant. C'est là qu'il faut s'y attaquer, parce que quand je vais rentrer en Allemagne, que vais-je dire ? Je vais dire, tiens, je suis allée à Lisieux, j'ai rencontré des gens extraordinaires, on a parlé de la régionalisation, nous nous sommes mis d'accord avec Mathias, j'en suis tout à fait impressionnée, mais je vais aussi dire qu'il y a Lyon, lieu de résistance. J'en parlerai aussi, j'aimerais que des jeunes Allemands, de jeunes Français, de jeunes Européens comprennent que tout le monde a toujours le choix. Tout le monde est capable de prendre une décision. Et puis on a les suiveurs, ceux qui ne se sont pas décidés justement. Et ça, c'est la honte qui nous concerne tous encore aujourd'hui. Et que faisons-nous, nous, de notre capacité de choix ? Si une synagogue est attaquée, si une école est attaquée, est-ce que nous sommes des suiveurs ou est-ce que nous avons du courage et nous nous levons ? Et je crois que quand on en sera arrivé à ce point, on n'aura plus uniquement pitié des victimes du passé, on acceptera d'assumer nos responsabilités en ce qui concerne notre futur qui est commun. Ne plus simplement instiller la pitié, ne plus simplement commémorer de manière tournée vers le passé, hein, mais commémorer autrement. Dominique Vidot, à Lisieux particulièrement, j'ai l'impression que vous êtes particulièrement attaché justement à cette façon de faire œuvre de mémoire autrement, hein, en vous tournant vers la jeunesse, en vous tournant vers l'avenir et précisément dans la droite ligne de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait juste. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit les seuls à le faire d'ailleurs, hein. Dans de nombreux mémoriaux en France, dans de nombreux lieux de mémoire, on a commencé à faire ce tournant. Ce qui nous y a incité d'ailleurs, c'est un événement très particulier, c'est une date plus précisément, c'est 2015, hein, avec des attentats qui ont révélé le potentiel qui pouvait exister dans un mémorial comme celui d'Lisieux,
qui est dédié à la mémoire d'enfants juifs exterminés, ce qu'on pouvait aussi faire dans un tel lieu pour rester connecté à ce qui se passe au présent et pour que finalement on ne reste pas effectivement, comme on le disait, tourné vers le passé, mais qu'on soit actif au présent et qu'on agisse vraiment sur notre environnement. Et ce qui nous préoccupe le plus à Isieux, comme dans d'autres lieux de mémoire, c'est comment faire pour que les jeunes d'aujourd'hui s'approprient cette mémoire, qui est de plus en plus lointaine, pour laquelle ils n'ont plus les soutiens qui existaient jusque-là, des témoignages des anciens qui ont vécu cette période. Comment faire donc pour continuer à transmettre cette mémoire, tout en leur offrant des perspectives qui ne soient pas seulement un retour vers le passé, mais qui soient bien des perspectives positives aussi pour l'avenir. Et c'est vrai que c'est compliqué pour un lieu de mémoire, mais en même temps, on se rend compte que c'est essentiel. Pour certains discours de haine qui s'expriment, même dans certains discours électoraux, ou presque non déclarés d'ailleurs pour certains, on est assez fiers à Isieux de constater que si jamais ces gens décidaient un jour de venir à Isieux, ils trouveraient sur les murs, sans même qu'on ait à s'exprimer, tout ce qui pourrait faire échec à leur discours. Parce que on a ici un lieu qui rappelle des faits qui sont documentés, qui rappellent des faits qui sont, pour lesquels il n'y a pas de possibilité de nier. Isieux est né dans les années 80 du négationnisme aussi, de ce qui se passait dans la société française, avec une montée de l'extrême droite qui était très forte, et où l'on commençait à entendre des pseudo-universitaires nier l'existence de la Shoah. Et Isieux a été d'une certaine façon une réaction à cela. Aujourd'hui, ça continue, 30 ans après, ou enfin 25 ans après, on est encore un lieu où la négation, le négationnisme est impossible. En revanche, dans la société française aujourd'hui, on entend des discours, et vous venez de faire une allusion politique, avec des candidatures plus ou moins déclarées, mais avec des discours politiques assez débridés et qui véhiculent, on parlait de thèses complotistes qui sont très proches de l'antisémitisme, on a quand même une parole politique en France qui est assez inquiétante de ce point de vue-là. Et là, je me tourne aussi vers Mathias Dreyfus. Est-ce que ce n'est pas encore là le signe d'un problème entre la mémoire telle qu'on peut l'enseigner, telle qu'on peut la transmettre, et ce discours politique aussi virulent qu'on entend aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas là un souci en France qui est persistant? Alors oui, effectivement, je pense que tout le monde a compris ce à quoi on fait référence, et c'est vrai que c'est d'une certaine manière assez incompréhensible. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les enquêtes, dans les études qui sont menées, on se rend compte que le déni de la Shoah, pour le dire comme cela, est finalement un motif assez peu mobilisé par les antisémites, beaucoup moins que les vieux stéréotypes liés aux juifs, comme le pouvoir, l'argent, etc., ou alors effectivement les thèses complotistes, qu'on a vu beaucoup réapparaître cet été, notamment. Donc effectivement, il y a quelque chose d'un peu, une sorte de retour en arrière assez terrible, 20, 30, 40 ans, d'une remise en cause par un personnage en particulier, notamment, c'est pas le seul, puisqu'il est relayé et soutenu, de la responsabilité de l'État français, au sens du gouvernement de Vichy, dans le processus criminel, qui a conduit les Juifs de France à la déportation. Donc il y a effectivement quelque chose d'assez terrifiant de ce point de vue-là. Par rapport, alors bon, on est effectivement dans un contexte particulier puisqu'il y a des enjeux électoraux pressants. Néanmoins, si on veut se projeter au-delà de avril 2022 et pour rejoindre un petit peu les questionnements qui sont posés sur comment s'adresser aux futures générations, enfin aux générations actuelles d'abord, avant les futures générations, c'est effectivement, et là aussi je rejoins ce que dit Géraldine Schwartz, c'est cette insistance sur le rôle de ces gens dont on parle quasiment jamais, coincés entre
les héros, les victimes, les bourreaux, ce ventre mou d'une certaine manière, mais qui est finalement la société, l'essentiel de la société, c'est-à-dire. Et ce qui est important, c'est effectivement, alors ça renvoie aussi à ce que dans les programmes scolaires on incite aujourd'hui à faire, c'est une histoire comparée des génocides et c'est ce génocide des voisins. Là, je fais référence notamment au génocide des Tutsis. On l'a qualifié comme ça puisque c'était vraiment des voisins. C'est quelque chose qui est tout à fait important à étudier pour comprendre des mécanismes qui font qu'à un moment donné, on va désigner son voisin comme l'ennemi intérieur. Finalement, cette figure de l'ennemi intérieur, on l'a on l'a peu mobilisée dans les enseignements, et peut-être que ça mériterait d'être davantage étudié, puisque c'est vraiment quelque chose de finalement assez, de fondamental, je pense, à déconstruire, et pour essayer de comprendre comment on peut refaire société. Merci. Donc, transmettre la mémoire en se tournant vers l'avenir, s'interroger en observant d'autres types de génocides. Géraldine Schwartz, vous, en ce qui concerne le sens et le rôle de la mémoire, vous utilisez un terme qui est celui de la mémoire positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... Oui, les historiens doivent me détester pour cette formule, mais c'est une formule qui fait référence à l'historien Henri Rousseau, qui parlait de mémoire négative pour désigner le travail de mémoire des Allemands. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse apprendre des erreurs du passé. C'était une nouveauté quand même, parce que jusque dans les années 60, le passé ne servait qu'à glorifier la nation ou à attiser le revanchisme. Et le travail de mémoire en Allemagne a été porté par une génération, celle de mon père, qui se sentait coupable, pour leurs parents. Et donc ce sentiment de culpabilité, il a porté le travail de mémoire, il a été assez efficace, faut le dire, sauf qu'aujourd'hui ça fonctionne plus. On ne peut pas demander aux jeunes générations d'avoir un sentiment de culpabilité. Et donc la mémoire positive, c'est l'idée d'éveiller chez les jeunes générations plutôt l'envie, comme disait Michael Blume, de choisir en conscience, de faire un choix, de prendre un rôle dans la société, parce qu'ils ont un rôle qui leur est dû, sauf que si on ne donne pas de rôle à cette population de Mitläufer par le passé, c'est-à-dire si on prive les peuples de leur rôle dans l'histoire, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui ils considèrent qu'ils n'ont pas de rôle à jouer dans la société. Voilà, donc c'est rappeler qu'il y a pour chacun un rôle à jouer. Et juste sur l'histoire de la transmission, la disparition des témoins est évidemment un problème, mais il ne faut pas oublier que ces témoignages d'abord ont été enregistrés ou bien transcrits, et qu'on peut donc continuer à transmettre ces témoignages. Et en plus, les témoignages, c'est seulement une partie du travail de mémoire, parce que la mémoire n'est pas infaillible. Et donc, la mémoire des témoins, c'est pas non plus l'histoire. Et le travail des historiens continue. Et je pense que ce qui est important peut-être aujourd'hui pour les jeunes générations, c'est de comprendre que le passé leur est utile. Donc, une approche pragmatique pour comprendre le présent au lieu de le subir. Et évidemment pour être vigilant, etc. Mais on a quand même besoin d'une dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, on ne l'a plus à cause de la disparition des témoins. Et c'est là qu'intervient, selon moi, le travail de mémoire dans les familles. C'est-à-dire qu'à travers le travail de mémoire dans les familles, on peut compenser ce manque émotionnel, ce manque de lien émotionnel des jeunes générations avec ce passé. C'est parfait. Merci beaucoup, Géraldine. Pour aller vers la fin de notre discussion, le thème de notre conférence est aussi la défense de la démocratie, du système démocratique par rapport à ces phénomènes inquiétants, persistants. Et Michael Blume, je crois que dans votre analyse, il y a l'idée qu'il faut arrêter d'être un peu trop naïf et qu'il faut quand même prendre des mesures fortes
parfois par rapport à certaines expressions violentes, notamment les services de renseignement allemands avaient l'idée qu'il fallait laisser s'exprimer un petit peu l'extrême droite pour pouvoir mieux la surveiller, en gros. Hein. C'était ça la doctrine. Et vous dites non, ça c'est pas une bonne idée. Hein, et il vaut mieux interdire certains groupuscules pour pouvoir lutter contre l'antisémitisme et notamment son expression violente. Ja, es ist tatsächlich so, dass, Oui, en effet. Alles gut? Tout va bien? Bei Geraldine Schwarz gehört, dass sie Oui, effectivement, Geraldine Schwarz l'a dit elle-même. C'est-à-dire que les frontières sont repoussées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est normal de dire certaines choses que l'on n'aurait pas osé dire il y a 20 ans. Nous ne pensons plus que l'antisémitisme ou que le racisme puissent disparaître. Ils vont rester, je pense. La question est de savoir si, pour chaque génération, de nouveau et à chaque fois de nouveau, nous sommes disposés à défendre notre démocratie. C'est ça la réelle question. Et il faut, pour l'apprécier, que l'on puisse vivre dans la liberté, que l'on puisse exprimer cette liberté. C'est ça la régionalisation. La démocratie, ce n'est pas uniquement ce qui se passe à Berlin ou à Paris. La démocratie se vit lorsqu'elle existe, lorsqu'elle se vit aussi à Lyon, à Stuttgart, à Munich, à Nuremberg, dans les Alpes, enfin partout. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va gérer le passé et puis le passé disparaît, il faut que nous soyons disposés à dire que chaque génération a un nouveau travail à réaliser, une nouvelle lutte à conduire pour ne pas devenir des suiveurs. Et là, la régionalisation intervient. Ici, en Rhône-Alpes ou alors au Bade-Wurtemberg, ensemble, je pense que l'on peut faire avancer les choses et que l'on peut dire la démocratie elle doit être vivante auprès de chaque génération afin que les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, etc. puissent vivre ensemble aujourd'hui et à l'avenir dans la paix et la liberté. Quelque chose Ja, vielen pour avoir Dank. observé un peu quand même ce lieu depuis un certain nombre d'années, de très important, c'est une notion de mémoire de proximité un petit peu. Hein, c'est-à-dire dans les familles, dans les régions. Alors, est-ce qu'en France, on n'est pas un petit peu en retard sur... je me tourne vers Mathias Dreyfus, évidemment, qui est lui un poste très gouvernemental. Cette idée, qu'en pensez-vous? Est-ce que on n'a pas un petit peu de retard en France par rapport à ça? Ce n'est pas impossible. C'est effectivement un point tout à fait intéressant et important, cette question de reconstruire une histoire de proximité. On parlait d'histoire entre voisins, mais ça rejoint un peu cette idée donc effectivement d'avoir de créer un tissu local. Alors, je dirais que pour moi, l'un des outils vraiment pour défendre et faire vivre cette démocratie, c'est multiplier les occasions de rencontres. Les rencontres entre personnes, groupes qui habituellement ne se côtoient pas. Donc ça peut être d'origine religieuse ou confessionnelle, culturelle, géographique, mais aussi sociale, différente. Donc il y a vraiment, c'est ce pari de la mixité, d'une certaine manière. Ça, au niveau national, nous on essaie de le favoriser. On l'essaye aussi au niveau local. Alors la DILCRA, effectivement, comme vous dites, est perchée à Paris dans ses locaux auprès des services du Premier ministre, mais on a un outil local, puisqu'on a tout un ensemble d'actions qui se déroulent au niveau local, au niveau départemental, régional, que donc la DILCRA soutient financièrement, et qui sont en fait ce tissu vraiment, et notamment le travail des associations de terrain, qui permettent de favoriser ces occasions de rencontre. Donc, effectivement, par rapport à l'Allemagne, on a probablement beaucoup de chemin à parcourir, mais en tout cas, les outils existent et il faut les renforcer. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ça ouvre des perspectives. Nous sommes bientôt arrivés au terme de notre conférence. Dominique Vidot, vous voulez ajouter quelque chose? Juste par rapport à ce que vient de dire Mathias sur le rôle de la DILCRA. Alors moi, je confirme évidemment que la DILCRA agit effectivement et nous donne les moyens d'agir dans les régions, et notamment à Isieux, puisqu'on est fortement soutenu par la DILCRA, sans qu'on se soit concerté à l'avance.
on pourrait évoquer, par rapport à ce brassage social, cette mixité culturelle, on pourrait évoquer une des actions que l'on mène à Eyzieux et qui est assez emblématique de ce qu'on y fait. On reçoit chaque année, pendant une semaine, des jeunes qui viennent de tout le département, quartiers sensibles, comme on dit en France, mais aussi quartiers tout à fait ordinaires, petits villages de l'Ain, y compris du village d'Eyzieux qui est à côté. Et on les fait travailler avec des artistes, donc dans des activités très variées. Ils sont à Eyzieux, ils s'approprient forcément un peu la mémoire du lieu. Ils créent ensemble, ils partagent des moments formidables, ils sont une colonie. Alors, évidemment, nous, ça nous rappelle des souvenirs. Et pour finir, ils ne se quittent plus, ils demandent à revenir tous les ans. Voilà, et on veille à ce que, bien sûr, il y ait un roulement et que ce ne soit jamais les mêmes qui reviennent, pour diffuser le plus possible ce type d'action que la DILCRA soutient fermement depuis maintenant. Je crois qu'on en est à la 5e année, 4e ou 5e année. C'est rassurant parce qu'à la fin de notre discussion, on entend des choses plutôt positives qui vont dans le bon sens, des nouvelles choses qui se créent. Donc c'est quand même une... Et voilà, je voulais terminer un petit peu avec vous, Géraldine, et si vous permettez aussi, Michael, un petit peu un mot de la fin, comme on dit. Est-ce que l'avenir vous semble, compte tenu du travail que vous avez fait sur les mémoires françaises et allemandes, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes inquiète ou il y a quand même des choses rassurantes qui nous portent? Je pense que c'est mieux que dans les années 30. Hein. Non, alors pour conclure, je voudrais juste ouvrir peut-être sur la mémoire européenne. Je pense que c'est ça l'avenir. Il y a deux choses. La mémoire européenne permet de multiplier les perspectives. On en a parlé aujourd'hui, et pour revenir à l'exposition d'aujourd'hui, la multiperspectivité permet de nourrir un esprit démocratique, de façonner un esprit critique, d'alimenter le dialogue, la remise en question. Donc au-delà des faits que la mémoire permet de transmettre, c'est ça en fait, c'est de comprendre que personne n'est en possession de la vérité, qu'il y a plein de vérités, que la mémoire est plurielle et qu'en plus elle évolue avec le temps, puisqu'on veut donner une signification au passé qui donne un sens au présent. Voilà. Donc j'invite à tous les acteurs de ce secteur de penser à l'échelle européenne pour une mémoire transnationale et transgénérationnelle. Merci beaucoup, Géraldine. Michael Blume, pour conclure aussi des choses, des perspectives intéressantes et rassurantes, positives. Vielleicht werde ich Sie jetzt überraschen, wenn ich sage, dass ich viel optimistischer zurück nach Deutschland fahre. Si je dis que je vais rentrer bien plus optimiste en Allemagne que je ne suis venu. In Frankreich wird man sagen, ja, die Deutschen J'ai cru qu'en France, on dirait que les Allemands sont les bourreaux. Mais ce que je vis ici, c'est que chacun prend, ou recherche en tout cas, sa propre responsabilité. Ceci me touche. Et j'ai presque l'impression qu'en si peu de temps nous sommes devenus amis, mais lorsque je m'adresse ici aux jeunes, je me rends compte que pour eux ça n'a peut-être pas été facile, c'était peut-être long, et ils sont restés là jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, ils ont l'air d'être encore avec nous. J'ai 3 enfants, hein. Bon, je sais bien comment ils s'y prennent pour nous faire croire qu'ils écoutent, mais bon, bref. Non, ils sont là véritablement. Il y a quelque chose qui se passe dans les Alpes et autour des Alpes. J'ai des amis de la communauté juive que j'ai invitée à Stuttgart pour leur dire il faut que l'on continue de travailler pour que les histoires, les belles histoires continuent d'être vécues ensemble en tant qu'Européens, en tant que Français, en tant qu'Allemands, en tant que personnes qui vivent dans les Alpes. Ici, dans nos régions, il y a des choses horribles qui se sont passées, mais il y a aussi des choses extraordinaires qui se sont passées. Alors si c'est ça qu'on peut emporter vers l'avenir, je rentrerai en Allemagne en disant « Vive la France » en français dans le texte. Je vous remercie pour ce moment. Vielen Dank für die... Les partenaires français ici apprennent beaucoup aussi de ce qui se fait en Allemagne. Vraiment, c'est un échange
très fructueux. Et moi, je suis très impressionné par ce qui se passe en Allemagne aussi, du point de vue de la mémoire et la façon dont l'Allemagne affronte le passé. On n'a pas de leçons à donner, vraiment, dans ce registre-là. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Nous avons passé 1 heure ensemble ici au musée mémorial d'Isieux. Et pour terminer, j'aimerais rappeler donc l'exposition Gurs 1940 qui vient d'être inaugurée aujourd'hui en présence du consul allemand de Lyon qui était aussi parmi nous et qui va se dérouler jusqu'au 28 août 2022. L'histoire de la déportation d'une population depuis le sud de l'Allemagne jusqu'au sud de la France, dont cette famille qui était des familles des enfants d'Isieux, et donc dont les visages sont ici et que nous n'oublions pas. Merci à vous tous, merci pour votre attention et à très bientôt au musée mémorial d'Isieux.